Bonjour à tous, vous allez dans ce film découvrir la construction d'un plan de plaquettes Ebermann dont l'objectif est de vous permettre d'étudier les effets moyens d'un grand nombre de facteurs à deux modalités. Et ce dispositif expérimental, nous allons illustrer son application dans le cas de l'étude d'une gâchée de plâtre, dans laquelle nous aurons à étudier les effets de 11 facteurs à deux modalités. Alors, dans une introduction, nous allons positionner le problème que vous mettrez en œuvre en travaux pratiques, en définissant en particulier les facteurs et les modalités, et puis nous ferons une représentation symbolique du domaine expérimental en posant, vous allez voir, de façon séquentielle un certain nombre de questions. À partir du moment où il nous sera impossible de faire toutes les expériences qui correspondraient à toutes les combinaisons de modalités des facteurs, c'est ce qu'on appelle l'approche exhaustive, il faut définir combien de combinaisons faire et quelles combinaisons faire pour obtenir l'information recherchée, à savoir une estimation des effets moyens des facteurs. Et donc dans cette deuxième partie, bien, on définira la condition nécessaire, combien d'expériences faut-il faire au minimum, et on définira la condition suffisante qui ici se traduira par un multiple de 4. Le nombre d'expériences à faire, il suffit de faire un nombre d'expériences qui est un multiple de 4 supérieur au nombre d'inconnus du problème. Et puis naturellement, des essais ont été faits qui portent sur la rhéologie et la cinétique d'hydratation de la gâchée de plâtre, et on verra comment restituer l'information à partir de résultats qui vous sont proposés ici et que vous mettrez en œuvre en TP avant de conclure. Voilà. Alors, dans l'industrie céramique, vous allez utiliser, notamment dans la partie sanitaire, vous allez utiliser très souvent du plâtre. Le plâtre, c'est une poudre. Cette poudre, vous allez la mélanger à de l'eau de façon à fabriquer une suspension. Et la première chose que l'on va caractériser, c'est d'une part un état rhéologique de la suspension que l'on va quantifier par son étalement. Vous voyez sur la diapositive deux photos. Sur la photo qui est située à gauche, vous voyez un anneau métallique qu'on appelle un anneau de Schmidt. Vous introduisez votre suspension dans cet anneau et en soulevant l'anneau, vous obtenez une galette. Et le diamètre de la galette obtenue caractérise l'étalement, la fluidité d'une gâchée de plâtre. Plus le diamètre est grand, plus la fluidité est importante. Plus le diamètre est petit, moins la fluidité est importante. Et naturellement, il faut s'intéresser à la cinétique d'hydratation de cette suspension, c'est-à-dire au temps de passage d'un état discontinu à un état solide continu. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle la prise au couteau. On va venir fendre la galette de plâtre régulièrement avec un couteau, avec la lame d'un couteau, de façon à générer une fissure. Et lorsque les lèvres de la fissure ne se refermeront pas sous leur propre poids, c'est ce que vous voyez sur la photo située en haut, sur la diapositive, on considérera que l'on a atteint le temps de début de prise. Et puis naturellement, en milieu industriel, vous caractériserez le temps de fin de prise et bien d'autres grandeurs caractérisant la qualité de la gâchée de plâtre. Alors, pour mettre du plâtre en suspension dans l'eau, vous allez avoir un processus de malaxage, et ce processus est multiparamétrique. Et l'objectif de cette séance de travaux pratiques est de vous montrer comment prendre en compte simultanément l'étude de 11 paramètres de réglage. On appelle facteurs les paramètres de réglage. Ces paramètres de réglage, vous allez pouvoir les faire varier, et les états distincts que vont prendre les paramètres de réglage s'appellent des modalités. Et donc la question, c'est on souhaite estimer et comparer le rôle de 11 facteurs à deux modalités, le rôle étant défini par l'effet moyen. En moyenne, que se passe-t-il lorsque on passe d'une vitesse de malaxage 1 à une vitesse de malaxage 2? Alors, il y a un nombre important de facteurs, et les plans de plaquettes Ebermann que vous allez découvrir sont dédiés à l'étude d'un grand nombre de facteurs à deux modalités.
Généralement, on restitue la problématique sous la forme d'un diagramme d'Ishikawa et on a regroupé dans des branches homogènes que l'on va décrire les différents facteurs. Alors la première branche que je vais décrire, c'est une branche qui est relative au milieu, à l'environnement. Travaille-t-on avec un ensemble malaxeur, bol de malaxage propre ou un ensemble sale, sachant qu'un ensemble qui a déjà gâché du plâtre va favoriser la création et la phase de cristallisation et par voie de conséquence doit, d'après les experts, accélérer ou diminuer le temps de début de prise. C'est cette première branche. Ensuite, une fois que vous avez choisi un malaxeur, propre ou sale, vous allez faire subir à votre gâché un cycle de malaxage. Vous savez que l'on met d'abord l'eau avant de mettre la poudre. Donc une fois que vous aurez mis la poudre, vous allez attendre avant de démarrer le malaxeur, de façon à ce que cette poudre s'effondre par gravité dans l'eau. C'est le temps d'attente avant malaxage. Une fois que vous avez écoulé ce temps d'attente, vous allez démarrer votre malaxeur pour une durée de malaxage donnée, avec une vitesse donnée. Et une fois que vous arrêtez votre malaxage, vous allez toujours attendre avant de faire l'essai ou avant de verser votre gâché de plâtre dans un moule, pour une raison simple, c'est que le temps d'attente va favoriser le débulage de votre gâché. Donc vous voyez ici dans la branche qui s'appelle méthode apparaître 4 paramètres de réglage, 4 facteurs. Le plâtre, c'est une poudre hydrophobe, comme beaucoup de matériaux minéraux de l'industrie céramique, et par voie de conséquence, lorsque vous allez mettre de l'eau, elle va avoir tendance à ne pas se disperser et à fabriquer ce qu'on appelle des flocs. C'est les grumeaux dans la pâte à crêpes. Par voie de conséquence, on va utiliser un agent qui favorise la dispersion des graines, de telle sorte qu'on favorise leur dissolution. Et cet agent, on va l'appeler un défloculant. On va pouvoir jouer sur sa nature, que j'ai appelée nature de l'adjuvant. Est-ce que cet adjuvant est sous forme de poudre, d'extrait sec, ou est déjà dilué? On va pouvoir jouer ou se déroger sur le rôle de l'instant d'introduction de l'adjuvant. Est-ce qu'on met l'eau, puis l'adjuvant, puis le plâtre, ou est-ce qu'on met l'eau, la poudre, et après un certain temps de malaxage, 30 secondes, on injecte dans la gâchée l'adjuvant. Et enfin, on peut jouer sur le dosage de cet adjuvant, on verra les modalités. Dernière famille de facteurs, c'est ceux qui va porter sur la gâchée de plâtre. Quel est le volume que l'on gâche? Quel est le taux de gâchage? C'est le rapport entre la masse de plâtre et la masse d'eau, et la présence d'un agent anti-gonflement. Donc voilà la liste des facteurs. Si vous les dénombrez, eh bien nous avons 11 facteurs. Et nous voulons savoir comment ces 11 facteurs impactent la variation de ce qu'on a mis à la sortie du diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle les réponses, que nous avons décrites, l'étalement de la gâchée de plâtre et le temps de début de prise. Et ce que nous allons faire, nous allons chercher à obtenir cette information, quel est l'effet des facteurs sur la réponse, au travers d'un modèle dont nous allons voir qu'il s'agit d'un modèle additif. Alors, précisons quels sont les états distincts que l'on va associer à l'étude de ces facteurs. Pour le malaxeur, il pourra être propre ou sale. Le dosage en adjuvant, la lettre symbolique, le symbole c'est DA, on peut mettre 0,5% de la masse de poudre ou 1% de la masse de poudre. La nature de l'adjuvant peut être un extrait sec en poudre ou déjà dilué. L'ordre d'introduction, c'est de l'eau et de l'adjuvant, puis vous rajoutez la poudre, ou alors de l'eau, de la poudre, vous commencez à malaxer et vous rajoutez l'adjuvant. Ensuite, vous avez différents temps d'attente avant malaxage. Durée de malaxage, vous voyez que ce sont des cycles qui sont très très courts. La vitesse, une vitesse qu'on qualifiera de vitesse lente, 350 tours minute par rapport à une vitesse rapide, l'attente avant versement. Donc finalement, le cycle le plus long de fabrication de gâchets, c'est 20 secondes d'attente avant de démarrer, plus 40 secondes de durée de malaxage, ça fait 1 minute, plus 60 secondes d'attente avant versement, 2 minutes. Voilà, 2 minutes, ça fait 120 secondes. Retenez bien cette valeur, on en reparlera plus tard. Il s'agit que le plâtre ne commence pas à faire prise avant 120 secondes, autrement vous ne pourriez pas
couler dans un moule votre gâché. 2 volumes de gâché, on est en laboratoire, 1,2 litre, 1,5 litre, 2 taux de gâchage, 1,4, 1,6, et puis la présence d'un agent anti-gonflement pour limiter le gonflement pendant la prise, 0,1% de la masse de poudre et 0,3% de la masse de plâtre. Voilà. Alors, quelle est l'allure du domaine expérimental? Peut-on dessiner le domaine expérimental dès lors que l'on est en présence de 11 facteurs à 2 modalités, et en fonction de ce nombre de facteurs, 1 facteur, 2 facteurs, 3 facteurs, combien d'expériences faire et quelles expériences faire? Alors imaginons un instant que vous n'ayez qu'un facteur à 2 modalités. Considérez que le malaxeur est propre ou sale, et le reste est un processus de fabrication qui est normalisé et sur lequel vous n'intervenez pas. Vous allez donc pouvoir faire 2 combinaisons. Une combinaison correspondant à la modalité A1 du facteur A et une combinaison distincte de la première, puisqu'elle fait appel à la modalité A2 du facteur A. Est-ce que toutes les combinaisons de ce domaine expérimental sont réalisables? Naturellement, oui. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas faire 2 combinaisons, A ne sera pas un facteur puisque vous ne pourrez en faire qu'une ou aucune. Combien doit-on faire d'expériences? Eh bien, nécessairement, vous êtes obligé de faire une expérience avec un malaxeur propre et un malaxeur sale. Et puis, comme vous avez généralement un budget expérimental supérieur à 2 essais, vous allez probablement répéter plusieurs fois l'expérience avec un malaxeur propre, plusieurs fois et un même nombre de fois l'expérience avec un malaxeur sale, pour savoir si finalement le fait d'avoir un malaxeur propre accélère la prise, ralentit la prise, favorise un plus grand étalement ou pénalise l'étalement ou la fluidité de la gâchée de plâtre. Mais nous n'avons pas qu'un seul facteur à 2 modalités, nous pourrions en avoir un deuxième. Le facteur B, par exemple le dosage en adjuvant. Est-ce que vous utilisez 0,5% ou 1% de dosage en adjuvant, auquel cas votre domaine expérimental serait matérialisé par les 4 combinaisons que vous voyez dans le plan de la figure. Toutes les combinaisons sont-elles réalisables? Ben oui, parce que si vous ne pouvez pas toutes les réaliser, mais fatalement il n'y a qu'un seul facteur à étudier. Combien d'expériences doit-on faire? Ben, au moins 3, on verra une petite formule mathématique qui vous donne le nombre d'effets moyens. Il y a l'effet moyen du facteur A, c'est une inconnue, l'effet moyen du facteur B, c'est une autre inconnue. Ces effets s'appliquent par rapport à un niveau de performance de référence, qui est aussi une inconnue. Donc 1 plus 1 plus 1, il y a 3 inconnus, il faut donc faire au moins 3 expériences. Quelles expériences faire? Surtout ne faites pas 3 expériences parmi 4, elles ne pourraient pas être parfaitement représentatives de l'ensemble. Vous allez faire toutes les combinaisons, et si votre budget le permet, vous allez dépenser plusieurs fois ce budget de façon à faire des répétitions. Si maintenant nous passons à nous introduisons un 3e facteur, par exemple l'ordre d'introduction des constituants dans la gâchée, vous pouvez faire 8 combinaisons. Est-ce que toutes les combinaisons sont réalisables? L'expert doit pouvoir répondre à la question. Si vous associez un malaxeur sale avec un dosage en adjuvant faible, et si vous introduisez l'adjuvant dans l'eau, est-ce que cette combinaison risque de prendre dans le malaxeur, ou est-ce que vous pouvez malaxer sereinement et mesurer ultérieurement les résultats? Donc l'expert doit pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que analyser 8 combinaisons sur leur faisabilité est encore du domaine envisageable sur une feuille de papier. Combien faire d'expérience? On verra qu'il faut en faire au moins 4. Généralement, si on en fait 4, il va falloir faire des essais de validation, donc rapidement 5 ou 6 expériences de plus. Donc souvent on fait les 8 combinaisons de ce domaine, ça s'appelle un plan factoriel complet. Si on introduit un 4e facteur à 2 modalités, voyez comment je construis le domaine séquentiellement, bien le cube qui était défini par les 8 sommets, les sommets représentant les combinaisons des modalités des facteurs A, B et C, bien ce cube je le duplique par exemple vers la droite et j'associe à chacun des 2 cubes une des 2 modalités du facteur D, à gauche D1, à droite D2. On a 16 combinaisons.
2 fois 8, ça fait 16. Est-ce qu'elles sont toutes réalisables? Là encore, il est possible de consigner les 16 combinaisons dans un tableau. 16 lignes, ça tient sur une feuille de papier. L'expert doit pouvoir, parce qu'il est expert, indiquer aux expérimentateurs que peut-être certaines combinaisons seront délicates par rapport à d'autres. Combien faut-il faire d'expérience? On voit que on rajoute une expérience chaque fois que l'on rajoute un facteur, donc nous passons à 5 expériences. Quelles expériences faire? Eh bien, vous pouvez les faire toutes, ça va vous coûter 16. Maintenant, 16, c'est un nombre d'expériences qui est très grand par rapport au nombre d'inconnus, 5, et donc on va en faire un sous-ensemble généralement, et ce sous-ensemble devrait être multiple de 4, de façon à pouvoir couvrir de façon équitable le domaine expérimental que vous voyez à l'écran. Imaginez que vous ayez un nombre impair d'expériences, vous en mettez fatalement un nombre impair dans un cube et un nombre pair dans un autre. Imaginez que vous fassiez 5 expériences, vous allez par exemple en faire 3 dans le cube de gauche et 2 dans le cube de droite. Par voie de conséquence, la comparaison sera difficilement équitable, puisque vous allez privilégier avec une expérience de plus l'étude de la modalité D1 par rapport à la modalité D2. Donc on voit qu'il s'agit déjà d'un nombre pair, et ce nombre pair en plus, ça sera un multiple de 4. Continuons à rajouter des facteurs. Si vous rajoutez un 5e facteur, vous auriez accès à un nombre total de combinaisons qui est égal à 32. Donc vous voyez comment j'ai construit par duplication de la ligne du bas vers le haut les 32 combinaisons dans le plan de la feuille. Est-ce qu'elles sont toutes réalisables? Alors là, je dis que l'expert commence à rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce que déjà, spontanément, 32 combinaisons dans un tableau, ça commence à devenir difficile à lire. Et n'oubliez pas que ces combinaisons sont la résultante de 5 facteurs. Et donc il faut réussir à porter un jugement sur un tableau qui fait 5 colonnes et 32 lignes, et ceci peut commencer à être difficile, même si en faisant des tris, des filtres, on peut avoir une idée de combinaisons délicates à faire. Ce qui est sûr, c'est que faire toutes les combinaisons devient exceptionnel. D'un point de vue économique, il vous faudrait faire 32 essais, et ceci dit, si vous les faisiez, vous auriez toutes les informations nécessaires, et on va donc se contenter de ce qu'on appelle les effets moyens. En gros, que se passe-t-il lorsque je remplace A1 par A2, quand je remplace B1 par B2, quand je remplace C1 par C2, et ainsi de suite. Et ceci exige de faire au moins 6 expériences. Et pour des raisons d'équi-répartition, vous voyez qu'il faut mettre au moins autant d'expériences dans chacun des cubes. Combien avons-nous de cubes? Nous en avons 4. Si vous mettez une expérience par cube, vous ferez 4 manips. 4 manips, ce n'est pas assez pour estimer 6 inconnus. Si vous mettez 2 manips par cube, 2 fois 4, ça fait 8. 8, c'est plus grand que 6, ça devrait convenir. Donc on voit qu'on va avoir affaire à des multiples de 4, très intuitivement, comme solution expérimentale. Mais nous n'avons pas 5 facteurs, nous en avons plus. Voilà ce qui se passe avec un 6e facteur. Je vous laisse lire les commentaires qui justifient qu'un multiple de 4 nous permettra d'étudier de façon rationnelle les variations de la réponse au sein de ce domaine expérimental, à condition bien sûr d'avoir bien choisi la position des expériences. Et puis, je m'arrêterai là, mais je vous invite à augmenter le nombre de facteurs. Voilà à quoi ressemblerait le domaine expérimental si vous aviez 7 facteurs à 2 modalités. Voilà les 128 combinaisons, et le challenge, ça va être d'extraire un sous-ensemble de ces 128 combinaisons. À l'étape suivante, 256 combinaisons, 512 combinaisons avec un facteur de plus. Bref, si vous avez 11 facteurs, 2 puissance 11, le domaine expérimental aura un cardinal de 2 puissance 11, vous pouvez définir 2048 combinaisons. Et il est naturellement impossible de les faire toutes, et donc vous allez devoir répondre à la question combien de combinaisons faut-il faire pour répondre à la question posée, quel est le rôle des facteurs. Et si vous dites que le nombre de combinaisons est égal à 12, est égal à 16, est égal à 20, ce sont des multiples de 4, eh bien il va falloir choisir le meilleur sous-ensemble de taille 12, de taille 16 ou de taille 20 dans ce vaste domaine expérimental. Et c'est là l'enjeu de la construction d'un plan d'expérience. Alors vous pourriez être tenté de reproduire une démarche dont on entend parler très souvent en travaux pratiques, qui consiste à dire, quand vous avez beaucoup de variables à étudier, faites-les varier les unes après les autres, en conservant les autres variables constantes. Alors par exemple, vous voulez étudier le rôle du facteur A, c'est la propreté du malaxeur.
Vous allez donc définir un essai de référence, c'est la ligne 1, où le malaxeur est par exemple propre, et vous allez remplacer le malaxeur propre à la ligne 2 par un malaxeur sale, toutes choses égales par ailleurs. Le même mode d'introduction de l'adjuvant, le même dosage, les mêmes temps de malaxage, les mêmes temps d'attente, la même vitesse, le même taux d'agent anti-gonflement, le même volume de gâchets. Et donc naturellement, si sur la première ligne vous mesurez un étalement de 15 cm et si sur la deuxième ligne vous mesurez un étalement de 12 cm, vous allez dire que de passer d'un malaxeur propre à un malaxeur sale, vous occasionne une perte, un effet de 3 cm, vous allez avoir un effet négatif, moins de 3 cm. Donc finalement, vous pensez avoir l'information. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose pour le facteur B. Comme vous travaillez toutes choses égales par ailleurs, vous remettez le facteur A à sa modalité de référence, vous faites varier le facteur B, et par comparaison de la ligne 1 avec la ligne 3, vous allez pouvoir dire si le passage de B1 à B2 augmente l'étalement, diminue l'étalement, et de quelle quantité, et puis ainsi de suite. Vous allez remplacer le facteur, la modalité C1 du facteur C par la modalité C2. La modalité D2 du facteur D va prendre la place de la modalité D1. Vous allez remplacer E1 par E2, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que vous constatez? Je vais aller jusqu'au facteur K. Vous constatez que très régulièrement, vous faites toujours les mêmes associations de modalités. Regardez, nous sommes à 8 essais potentiels, et sur 8 essais potentiels, nous avons quasiment toujours associé A1 à B1. Nous avons d'ailleurs toujours associé I1 à J1. Et donc ceci n'est pas très représentatif de ce que vous pourriez faire dans l'intégralité du domaine expérimental, où vous pouvez associer n'importe quelle modalité d'un facteur à n'importe quelle modalité d'un autre facteur. Et donc cette stratégie qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, elle présente un avantage, c'est de vous dire, si vous faisiez varier un seul facteur à la fois, dans ce cas-là, vous auriez fait 12 combinaisons distinctes. Par contre, elle présente un gros inconvénient, c'est qu'elle est faussement rassurante par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, qui est de comprendre le rôle des paramètres de réglage dans l'intégralité du domaine expérimental et pas localement autour d'un point. C'est ce qu'on va voir ici. Si vous isolez la ligne 1 et 2, c'est ce que j'ai dit, vous allez pouvoir, par une simple soustraction, calculer l'effet, mais qui ne sera pas un effet moyen, qui sera un effet local d'un changement de modalité du facteur A. Et les comparaisons ne seront pas équitables. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 12 essais, n'oubliez pas que vous allez non seulement vouloir estimer l'effet du facteur A, mais aussi l'effet du facteur B, du facteur C, jusqu'au facteur K. Donc en 12 essais, si vous déployez complètement la matrice que nous avons vue dans le transparent précédent, eh bien, vous aurez étudié 10 fois l'association A1-B1, vous n'aurez étudié qu'une seule fois l'association A2-B1, c'est ce que vous voyez. A1-B2 serait apparu à la ligne 3 et vous n'avez jamais fait la combinaison, ne serait-ce qu'une fois pour savoir ce que ça donne, de la modalité A2 avec la modalité B2. Et donc ça, on le voit dans un tableau de contingence. Un tableau de contingence, c'est un tableau qui va regrouper les combinaisons de modalités de facteurs prises 2 à 2, ces facteurs. Pour chaque paire de facteurs, vous allez pouvoir fabriquer un tableau de contingence. Et c'est quoi une expérimentation représentative? C'est une expérimentation dans laquelle chaque cellule du tableau de contingence est remplie par une même constante. Si vous aviez fait toutes les combinaisons 2048 combinaisons, eh bien, vous en auriez fait 512 dans chacune des 4 cellules du tableau de contingence. Et vous voyez bien que si en faisant toutes les combinaisons, vous faites un même nombre de fois la combinaison A1-B1, la combinaison A2-B1, la combinaison A1-B2 et A2-B2, il n'y a pas de raison qu'en prenant un échantillon dont vous souhaitez qu'il soit le plus représentatif possible, vous n'ayez pas dans ce tableau une constante, ne serait-ce que 1. Voilà. Donc on s'aperçoit ici que les comparaisons ne pourront pas du tout être équitables et en plus efficaces. Alors, on va essayer de rentrer plutôt dans un espace mathématique pour définir quel est finalement le nombre d'inconnus du problème. Ce que vous cherchez à quantifier, c'est le rôle d'un facteur lorsque vous passez de la première à la deuxième modalité. Et donc ce que vous voyez à l'écran, c'est
un exemple académique, lorsque vous remplacez la modalité A1 du facteur A par la modalité A2, vous gagnez 80 points sur la réponse. C'est l'effet moyen du facteur A quand vous passez de A1 à A2, et par voie de conséquence, vous pouvez aussi définir une référence qui sera égale à A2, et moins 80, la flèche qui va vers le bas, correspond à l'effet moyen du facteur A lorsque vous remplacez A2 par 1. Et ce sont ces flèches que vous cherchez à estimer de la meilleure façon possible. On reviendra sur une autre planche sur cet adjectif qualificatif. Et vous cherchez à estimer ces flèches pour le facteur A, et comparer les flèches relatives aux effets du facteur A aux flèches relatives aux effets du facteur B, du facteur C, du facteur D, jusqu'au 11e facteur. Comparer, c'est mettre côte à côte à la même échelle. Donc, si vous décidez de prendre la modalité A1 comme modalité de référence, vous pouvez définir un effet moyen. Dans l'absolu, vous pouvez en définir deux. Donc, vous voyez que si on sait que l'on augmente de 80 quand on passe de A1 à A2, ben, nécessairement, on diminue de 80 points quand on passe de A2 à A1. Donc, toutes ces flèches ne sont pas inconnues. Une seule est une inconnue. C'est pour ça que dans le schéma sur le domaine expérimental, chaque fois que je rajoutais un facteur, ben, implicitement, je rajoutais le besoin d'une flèche à estimer, et donc, en fonction de nouveaux facteurs, je rajoutais une inconnue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va supposer pour construire le plan d'expérience, d'une part, et ensuite pour l'analyser? On va supposer que les conséquences d'un changement de modalité du facteur A, la propreté du malaxeur, s'additionnent avec les conséquences d'un changement de modalité du facteur B, qui est le dosage en adjuvant, qui elles-mêmes vont s'additionner avec les conséquences d'un changement de modalité du troisième facteur, qui est la nature de l'adjuvant, et ainsi de suite. Et donc cette notion d'addition, de petites flèches, la conséquence, c'est les flèches que vous avez vues sur les transparents précédents, eh bien c'est ce qu'on appelle un modèle additif. Et on va supposer qu'il y a additivité des effets moyens. Et donc on l'écrit sous la forme très simple, y égale constante plus somme, pour traduire l'additivité, des effets des facteurs. Somme pour i égale 1 à k, si vous avez 11 facteurs, ben vous allez avoir, en plus de la constante, 11 termes dans la somme. C'est ce que vous voyez là, et j'ai remplacé i égale 1, i égale 2 par les initiales des facteurs. Donc vous avez 11 facteurs, ces facteurs ont deux modalités, et donc vous allez chercher au travers de ce modèle à définir 22 effets, puisque par facteur, il y a une flèche qui monte, une flèche qui descend. Vous avez 11 facteurs. Vous avez besoin de connaître ces 22 effets sur la rhéologie, l'étalement de la gâchée de plâtre, sur la cinétique d'hydratation, la mesure du temps de début de prise, pour pouvoir piloter efficacement votre processus de gâchage. Alors, derrière un modèle additif se cache eh bien, un nombre d'inconnus que l'on va préciser. Regardez à l'écran, vous voulez d'une part estimer l'effet du facteur A. Après l'expérimentation, on constate que cet effet en valeur absolue est égal à 80. Vous voulez estimer l'effet du facteur B, on constate qu'en valeur absolue, cet effet est égal à 40. Mais je vous rappelle qu'un effet, c'est une différence. Et une différence, vous ne pouvez pas l'interpréter si vous ne savez pas par rapport à quel état elle s'applique. Si cette différence s'applique par rapport à une référence qui vaut 30, c'est ce que j'ai encadré à gauche sur l'axe vertical. Bien, si vous augmentez de 80 les performances d'un matériau qui valait 30, l'augmentation est considérable. Si maintenant ces effets qui valent 80 ou 40 en valeur absolue s'appliquent à un niveau de performance qui est égal à 100, qui est égal à 1000, qui est égal à 10 000, qui est égal à 100 000, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'intensité de ces effets devient faible à un tel point qu'on pourra peut-être les confondre avec le doute qu'on a. Et le doute, il est matérialisé par quoi? Il est matérialisé par ces gaussiennes. Et j'ai pris soin de traduire sur ce schéma pardon, les besoins de l'expérimentateur, à savoir, vous voulez que le doute qui affecte les informations que vous cherchez soit le même pour le facteur A, pour le facteur B et pour les 9 autres facteurs. Par voie de conséquence, comme pour traduire l'effet du facteur, vous avez besoin chaque fois des 2 points rouges, il faut que l'incertitude sur ces 2 points rouges soit la même.
est la même, quelles que soient les modalités des facteurs. Pourquoi? Parce qu'on va faire une différence. Et les points rouges, ils vont représenter quoi? Ils vont représenter non pas la valeur mesurée lorsque vous avez essayé de faire une expérience avec A2, et une seule, comme dans la stratégie mettant en œuvre un seul facteur à la fois, mais vous allez équirépartir les expériences de telle sorte que vous ayez un même nombre d'expériences, de combinaisons, mettant en œuvre A1 et mettant en œuvre A2. Et vous allez donc faire la moyenne, et vous allez comparer ces deux moyennes. C'est un peu ça la notion d'effet moyen. Donc quels sont les inconnus du problème? La valeur que j'ai encadrée en rouge, il faut bien faire une expérience pour avoir un niveau de référence, et ensuite, finalement, autant de flèches qu'il y a de facteurs. Et donc ceci se symbolise sous une équation générique, P, le nombre d'inconnus, est égal à 1, cette fameuse performance au niveau de référence, plus la somme, autant de fois qu'il y a de facteurs, du nombre de modalités associées au facteur, moins 1. S'il y a deux modalités, vous allez faire la somme de 2 moins 1, 1, K fois, et donc vous allez avoir 1 plus K inconnu. Les voilà à l'écran, et voilà, puisqu'il y a 11 facteurs, pourquoi il y a 12 inconnus, et voilà pourquoi il faut faire au moins autant d'expériences que d'inconnus. C'est ce que j'appelle la condition nécessaire. Il faut que le nombre d'expériences, n, soit supérieur ou égal au nombre d'inconnus. Alors voyez bien dans cet exemple qu'il faut faire au moins 12 combinaisons, mais on peut en faire jusqu'à 2048. Et donc dans l'intervalle qui va de 12 à 2048, on va positionner une condition suffisante. Peut-être qu'il suffira d'en faire 20 pour estimer convenablement, ça ne servira à rien d'aller au-delà. Donc il va falloir, après avoir défini une condition nécessaire, il va falloir définir une condition suffisante. Et cette condition suffisante va nous renvoyer au tableau de contingence. Pour avoir une estimation des effets des facteurs avec une incertitude minimale et homogène, il faut que le doute qui affecte les points rouges soit le même, quels que soient les points rouges. Ces points rouges, c'est des moyennes, que ce soit pour le facteur A, que ce soit pour le facteur B. Vous voulez ne pas associer un doute plus faible pour l'effet du facteur A par rapport à un doute plus fort pour l'effet du facteur B, puisque vous avez besoin de la même qualité d'information, quel que soit l'effet. Et donc, il va falloir équirépartir les expériences pour ça dans le domaine expérimental. Et qui vous a aidé à faire ça? Dans l'histoire des plans d'expérience, en 1946, une publication proposée par deux anglo-saxons, Plackett et Berman, ont permis, à une époque où vous vous doutez qu'il n'y avait pas de moyens informatiques très développés, de résoudre ce problème. Comment équirépartir dans un domaine expérimental un nombre nécessaire et suffisant d'expériences? Le nombre nécessaire, c'est 1 plus K, c'est ce que l'on vient de voir, et le nombre suffisant, on l'a entreaperçu lorsqu'on a dessiné le domaine expérimental, ce sera un multiple de 4. Et donc je vous ai marqué dans le plan de la figure que ce sont des plans pour l'étude des effets moyens d'un grand nombre de facteurs à deux modalités, même si les plus curieux d'entre vous trouveront qu'à la fin de cette publication, Plackett et Berman donnent quelques pistes pour étudier des facteurs à 3 modalités qui ont été rapidement supplantés par d'autres approches. Et ce nombre sera un multiple de 4. Donc quelque part, le fichier des matrices d'expérience proposé par Plackett et Berman, que vous trouvez dans les logiciels ou dans les livres, ça va commencer par n égale 4, n égale 8, n égale 12, n égale 16, n égale 20, et ainsi de suite. Et en 1946, ils avaient été jusqu'à n égale 100, ce qui dépasse généralement tout entendement raisonnable dans le cadre d'une expérimentation physique, mais qui peut aujourd'hui prendre tout son intérêt dans des tirs numériques. Alors, on va essayer de dessiner la problématique avec tous les éléments dont nous disposons. Sur l'axe horizontal, c'est l'axe des coûts, le nombre d'expériences. On va supposer que la mise en œuvre d'une expérience représente une dépense d'une unité financière. À partir du moment où vous avez décidé que votre domaine expérimental était défini à partir de K facteurs à deux modalités, le nombre total de combinaisons, c'est 2 puissance K. Donc, 2 puissance K, on va le mettre plutôt à droite sur l'axe des coûts. Imaginez que dans cet exemple, vous fassiez toutes les combinaisons, vous auriez besoin de 2048 unités financières. Nous avons vu
avec l'approche qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, ou avec une approche plus rationnelle qui nécessitait de calculer le nombre d'inconnus, que ce nombre d'inconnus était égal à 1 plus k, lorsque le nombre de modalités est égal à 2. Et donc vous voyez que plus le nombre de facteurs va être important, plus l'écart entre le nombre total de combinaisons et le nombre d'inconnus va devenir grand, ce qui n'est pas du tout le cas lorsque vous avez un petit nombre de facteurs. Regardez, quand vous avez 2 facteurs, le nombre total de combinaisons est égal à 4, le nombre d'inconnus est égal à 3. Vous allez probablement faire 4 expériences. Lorsque vous avez 3 facteurs, le nombre total de combinaisons est égal à 2 puissance 3, 8. Le nombre d'inconnus est égal à 4. Par contre, voyez qu'au fur et à mesure que le nombre de facteurs augmente, eh bien l'écart entre les 2 traits rouges que j'ai matérialisés sur cet axe devient de plus en plus important. Alors, en milieu industriel, vous allez subir, mais au milieu scolaire, universitaire aussi, ce que j'appelle une contrainte technico-économique. Pour faire votre étude, vous allez disposer d'un seul et unique sac de plâtre. Et donc, si dans le sac de plâtre, il y a 20 kg, si chaque essai consomme 1 kg de matière, et si tant est que vous n'en perdiez pas sur les bords de la balance ou dans les opérations de transvasement, ben vous pourrez faire 20 manips au maximum. Dans d'autres situations, vous aurez 8 jours pour apporter des résultats à une étude. Vous aurez donc quelque part un budget expérimental limité que j'ai appelé N économique. Et il va falloir naturellement positionner les expériences dans ce domaine. Nous avons vu que, intuitivement, mais on va le revoir, la meilleure façon d'équirépartir les expériences, c'est de faire des multiples de 4. Donc en fait, sur l'axe horizontal, c'est plus quelque chose qui est continu, c'est un ensemble discret où vous allez avoir n égale 4, n égale 8, n égale 12, n égale 16, et ainsi de suite, mais ainsi de suite jusqu'à 2 puissance k. Vous ne pouvez pas faire plus de combinaisons distinctes qu'il y en a dans le domaine expérimental. Et dans les familles des multiples de 4, ben vous allez constater 2 choses. Il y a ceux qui sont égaux, en tant que multiples, à des puissances de 2. 2 puissance 2, ça fait 4. C'est bien un multiple de 4. 2 puissance 3, ça fait 8. C'est encore un multiple de 4. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 puissance 6, ça fait 64, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que par rapport à une taille économique, qui est proche de la vingtaine, en milieu industriel, peut-être proche de 30 essais, eh bien, le nombre de multiples de 4 qui sont des puissances de 2 ben, n'est pas si grand que ça, parce que la suite des puissances de 2, ben, elle se met à croître très vite. Par contre, parmi les multiples de 4 qui ne sont pas des puissances de 2, on trouve 12, 20, 24, 28 et puis d'autres. Et donc vous voyez que naturellement, vous avez ici une suite arithmétique de raison 4 et vous aurez beaucoup plus de termes dans cette suite que dans la progression qui fonctionne en 2 puissance k. Alors c'est ce qui sépare les plans de Plaquet-Ebermann des plans qu'on appelle factoriels fractionnaires. C'est ceux qu'on voit représentés en bleu. Les plans de Plaquet-Ebermann, ça va être plutôt des plans qui sont des multiples de 4 sans être des puissances de 2. Et parmi ces plans-là, quels sont ceux qu'on aime bien dans l'industrie? Ben, c'est celui qui offre une taille qui est égale à 12 et celui qui offre une taille qui est égale à 20. Pourquoi? Parce que chacun de ces plans vont respectivement permettre d'étudier jusqu'à 11 facteurs à 2 modalités. Regardez, si k est égal à 11, le nombre d'inconnus, petit p, est égal à 11 plus 1, 12. Donc vous allez faire autant d'expériences que d'inconnus, et vous permettent d'étudier 19 facteurs à 2 modalités en 20 manips. Pourquoi? Si vous avez 19 facteurs, le nombre d'inconnus, 1 plus 19, est égal à 20. Donc vous voyez que jusqu'à 19 facteurs à 2 modalités, avec 2 matrices, une de taille 12 et une de taille 20, vous allez pouvoir satisfaire beaucoup d'études de cas, parce que ces matrices se construisent de façon simple et s'analysent de façon simple. Et puis vous allez positionner, vous allez choisir quelque chose qui est compatible avec votre limite économique, et donc qui est plus grand que la condition nécessaire 1 plus k. Et ça va être à vous de choisir généralement un dispositif qui est très proche de la condition nécessaire. Pourquoi? Parce que vous préférez garder
des unités financières pour faire de la validation du modèle que vous allez fabriquer. Donc voilà un peu comment on peut choisir un plan d'expérience, en particulier un plan de plaquettes Ebermann. Ces plans s'appellent en anglais des plans de screening. Le screening, c'est le criblage. Le criblage, c'est comme en céramique, c'est un tamis qui permet, par ses mailles, d'arrêter certains éléments et d'en laisser passer d'autres. Et l'idée est de savoir quels sont les facteurs qui pèsent le plus sur la variation de la réponse par rapport aux facteurs qui pèsent le moins. Voilà quelle est la finalité de ce genre de dispositifs expérimentaux. Alors, comment les construire? Bien, vous imaginez que si ça a été construit en 1946, ça ne nécessite pas des algorithmes puissants, c'est basé sur du grand bon sens. Et la première étape va être de chercher dans les tables de plaquettes Ebermann la ligne qui correspond au nombre d'essais que vous voulez faire. Dans notre exemple, nous voulons faire 12 essais. Alors on va trouver une ligne avec des alternances de signes plus et de signes moins, dont on va voir ce qu'on va en faire. Vous voyez que chacune des lignes contient une cellule de moins que le nombre d'essais à faire. Si vous voulez faire 4 essais, vous avez 3 colonnes qui contiennent des signes plus et des signes moins. Si vous voulez faire 8 essais, vous avez 7 colonnes. Et si vous voulez faire 12 essais, vous avez 11 colonnes. Et là-dedans, vous avez toujours un signe plus excédentaire par rapport au signe moins. Regardez sur la première ligne, vous avez 2 fois le signe plus, 1 fois le signe moins, et sur la ligne suivante, vous avez 4 fois, il est encore facile de le dénombrer à l'écran, le signe plus et 3 fois le signe moins. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Une fois que vous avez retenu la ligne qui correspond au nombre d'essais que vous êtes prêt à faire d'un point de vue technico-économique, il faut que ce nombre soit plus grand que la condition nécessaire, vous allez récupérer cette ligne et vous allez la transposer, donc vous allez la tourner de 90 degrés, si je puis dire, dans un tableau, donc de 11 lignes, et vous allez, par permutation circulaire, recopier cette colonne vers la droite. Et donc, vous voyez, la permutation circulaire consiste à faire glisser d'une cellule vers le bas chacun des signes, et le signe qui était sur la 11e ligne, vous le remontez dans la cellule qui est vide, dans la colonne suivante, tout à fait en haut. Et donc, après avoir transposé cette matrice, vous allez la recopier par permutation circulaire autant de fois que de besoin. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Alors, nécessairement, des comparaisons équitables impose d'avoir le même nombre de signes plus et le même nombre de signes moins dans les colonnes de cette matrice ou de ce tableau. Et donc, pour équilibrer ce tableau, vous voyez qu'il suffit de rajouter, ce sera la dernière étape de construction, une ligne exclusivement remplie avec des signes moins. C'est ce que nous allons voir ici. De telle sorte que dans chaque colonne, vous avez autant de signes plus que de signes moins. Alors pourquoi Plaquette et Ebermann ont-ils mis des signes plus et des signes moins dans leur publication par rapport à des 1, des 2? Eh bien c'est parce que, d'une part, typographiquement, c'est beaucoup plus simple et ça tient beaucoup moins de place que écrire 1 et 2. Voilà. Alors naturellement, ce tableau-là est d'une puissante inutilité en milieu industriel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le transformer en un outil plus appréciable par chacun d'entre vous, et on va dire que les signes plus correspondent à la modalité 2, par exemple, et les signes moins correspondent à la modalité 1. Et donc vous allez remplacer les caractères A+, et A- par A2 et A1. Le caractère C+, va devenir C2, et ainsi de suite. Et voilà comment vous avez transformé votre objet avec des plus et des moins en un objet que vous allez pouvoir mettre dans un classeur en disant aux opérateurs, eh bien, choisis qui tu désignes comme facteur A, par exemple la propreté du malaxeur, définis quelle est la modalité A2, par exemple le malaxeur sale, et quelle est la modalité A1, un malaxeur propre. Et vous remarquez que la dernière ligne de ce tableau correspond à la combinaison qui met en œuvre la première modalité de chacun des facteurs, qui est souvent l'état de référence par rapport auquel on veut créer une déviation pour voir quel est l'effet. Donc généralement, lorsqu'on met en œuvre des plans de plaquettes Ebermann dans l'industrie, la modalité 1 est la modalité actuelle, la modalité avec laquelle les gens travaillent, et on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on remplace cette modalité par une autre qui de fait prend le nom de modalité 2. Alors j'ai refait un coloriage par rapport à ce que nous avions vu précédemment, pour m'apercevoir que, contrairement à tout à l'heure où j'associais
très souvent et trop souvent la modalité A1 à la modalité B1, eh bien vous voyez ici que j'ai associé A1 à B1 une fois à la ligne 8, 2 fois à la ligne 9 et 3 fois à la ligne 12, 3 fois. J'ai associé donc A1 à B1 autant de fois que j'ai associé A2 à B2. Tout à l'heure, je n'avais jamais associé A2 à B2. A2, B2, vous le retrouvez sur la ligne 2, sur la ligne 5, sur la ligne 6. Et si vous faites un petit tableau de contingence, eh bien, vous vous apercevez que vous n'avez pas privilégié une association quelconque de modalités. Vous étudiez un même nombre de fois l'association A1, B1. Vous étudiez un même nombre de fois cette association avec les autres associations possibles. Le tableau de contingence, qui résulte de l'étude d'une paire de facteurs particulières, AB, et vous pouvez le faire pour toutes les paires de facteurs, eh bien, a des cellules qui sont remplies par une constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle un arrangement orthogonal. Vous avez la définition que vous pouvez lire. Et un arrangement orthogonal, c'est ce qui garantit l'équirépartition, la distribution uniforme dans le domaine expérimental, c'est ce qui garantira des comparaisons équitables pour calculer les effets, et donc une estimation avec des incertitudes homogènes, et enfin, et ce n'est pas négligeable, c'est ce qui garantira une analyse très facile des résultats à partir de simples comparaisons de moyennes arithmétiques, ce qui en 1946 était très appréciable, puisqu'il n'y avait pas, je le rappelle, ni machine à calculer, ni tableur vulgarisé pour tout le monde. Cet arrangement, on le note dans les catalogues sous la forme L l'indice 12, entre parenthèses 2 puissance 11, parce qu'il permet, en 12 combinaisons distinctes, d'étudier jusqu'à 11 facteurs à 2 modalités. Alors, comparons, mais dans une taille beaucoup plus petite, la conséquence d'un plan de plaquettes Ebermann, c'est ce que vous voyez à droite. Vous voyez à droite, si on repère avec des points noirs les sommets du cube qui donnent lieu à une expérimentation, et si on imagine un instant que le cube a une arête unitaire, 2 à 2, les points sont situés à la même distance, qui vaut racine de 2. C'est une diagonale de chacun des carrés. Si maintenant vous faites à gauche la stratégie qui consiste à faire varier un seul facteur à la fois, partant de la combinaison A1, B1, C1, vous allez d'abord remplacer A1 par A2, puis ensuite vous allez remplacer B1 par B2 et enfin C1 par C2, vous ferez 4 expériences, et regardez, il y a certaines expériences qui sont distantes d'une unité, par exemple l'expérience 1 avec l'expérience 2, l'expérience 1 avec l'expérience 3, l'expérience 1 avec l'expérience 4, et il y a des expériences qui sont distantes de racine de 2, la distance entre les expériences 2 et 3, la distance entre les expériences 2 et 4, ou les expériences 3 et 4. Et donc vous avez perdu l'uniformité dans le domaine expérimental, et ceci va s'amplifier, et s'amplifier très vite, en fonction du nombre de facteurs. C'est pour ça qu'on vous recommande d'utiliser des plans de plaquettes Ebermann, parce que vous allez explorer uniformément le domaine expérimental, et quand on ne sait rien, eh bien c'est un petit peu comme ça qu'il faut procéder. Alors, prudence, quand vous allez transcrire la matrice en remplaçant les lettres A, B, C, D par les noms des facteurs, les modalités A1, A2 par les valeurs des modalités propres ou sales, ce tableau risque de devenir illisible et peu manipulable par l'expérimentateur. Donc par voie de conséquence, pour éviter des erreurs de lecture, je vous invite à reporter fiche par fiche les lignes de ce grand tableau sous forme d'une fiche individuelle. Par exemple ici, la propreté du malaxeur propre, le dosage à l'adjuvant 0,5%, la nature de l'adjuvant poudre, et ensuite les autres modalités ont été reportées sur ce qu'on appelle une fiche d'essai, de telle sorte que cette fiche d'essai suive la vie de la fabrication de la gâchette de plâtre, que vous puissiez faire des annotations et que l'expérimentateur puisse vérifier à tout instant qu'il respecte ce que la matrice lui a dit de faire. Voilà, il faut que vous associez des fiches d'essai à vos essais dès qu'il y a plus de 3 ou 4 facteurs pour éviter de faire des erreurs de lecture dans les tableaux. Alors, naturellement, les expériences ont été faites, l'étalement a été mesuré, le temps de début de prise en secondes a été mesuré et les données sont consignées dans un tableau. La première des choses à faire, c'est se demander si l'on voit des variations et surtout des variations significatives. Bien, pour faire simple, cherchez dans chaque colonne quelle est la plus petite valeur, quelle est la plus grande. L'étalement a varié de 17,3 cm, il est reporté ici en millimètres.
arrondissez à 17 cm, jusqu'à 28,5 cm. Donc quelque part, vous avez un écart de 10 cm qui est largement supérieur aux incertitudes de mesure. Si vous répétez cet essai, vous allez avoir des étendues de variation de l'ordre du centimètre. Donc, eh bien, il y a des facteurs qui ont manifesté leur effet parce qu'on voit des différences. Au même titre pour le temps de prise. Mais pour le temps de prise, quel est le plus petit temps de prise? 144 secondes. Rappelez-vous, au départ, je vous ai dit il est important que l'expert se prononce sur la faisabilité des expériences, et j'avais pris soin de vous dire que lorsqu'on cumule tous les temps, le temps d'attente avant malaxage, le temps de la durée de malaxage et le temps d'attente avant versement, on pouvait avoir un cycle maximal de fabrication de 2 minutes, 120 secondes. Et regardez, à l'expérience 10, il était temps de faire l'essai, puisque 24 secondes après, finalement, le cycle de malaxage le plus long, le plâtre commençait à prendre, et s'il prend dans le malaxeur, fatalement, vous aurez du mal à en faire un joli moule. Et le temps le plus long, le temps le plus long, c'est celui qui pénalise la productivité dans une usine, 900 secondes, vous imaginez, 900 secondes, ça fait un temps d'immobilisation long avant de pouvoir utiliser de nouveau le marbre, le moule dans lequel on a versé la gâchée, par rapport à des temps d'immobilisation que l'on souhaite plutôt proches de 6 minutes. 6 minutes, 6 fois 60, ça fait 360 secondes. Et regardez là, 15 minutes, ça fait quand même beaucoup trop long. Et donc on aimerait savoir quels sont les facteurs qui sont la cause de ces amplitudes de variation. Là encore, cette amplitude de variation est largement supérieure aux incertitudes de mesure qui sont de l'ordre de 15 secondes. Alors, on va, après avoir fait cette analyse globale sur laquelle il faut passer du temps, eh bien, on va essayer d'identifier pour chacun des facteurs les effets. On va mettre le vecteur réponse, ici c'est l'étalement, à côté de chacun des facteurs, sachant que par construction, on a autant de fois la modalité A1 que la modalité A2. Et on va essayer de comprendre quel est le rôle d'un changement de modalité. Comment va-t-on faire? On va isoler dans la colonne de gauche tous les essais qui ont été faits avec A1, l'essai 3, l'essai 7, l'essai 8, l'essai 9, l'essai 11, l'essai 12. On va reporter dans cette colonne la valeur de l'étalement et on va en faire la moyenne. Et on va comparer la moyenne des étalements lorsqu'on est en présence de A1 avec la moyenne des étalements lorsqu'on est en présence de A2. On sait que cette comparaison est équitable puisqu'on a autant de fois par construction A1 que A2. En avant, on prend une machine à calculer, on fait une somme de 6 valeurs, et donc en moyenne, quand vous êtes sur la modalité A1, vous avez un étalement de 236 mm,83. Et quand vous êtes sur la modalité A2, je vous rappelle que c'est la propreté du malaxeur qui change, 237 mm. Par voie de conséquence, l'effet, l'effet c'est la variation, 0,5 mm. Je vous ai dit que l'étendue, quand on fait des répétitions, est de l'ordre du centimètre, donc quelque part 20 fois plus grande. Donc ça veut dire que la propreté du malaxeur ne joue pas sur l'étalement. Prudence, ça va jouer, ce facteur va jouer sur le temps de début de prise. Et on va faire ça, facteur par facteur. Et que va-t-on faire à la fin? Eh bien, on va reporter ces bipoints facteur par facteur pour matérialiser les effets. Vous voyez que de passer d'un malaxeur propre à sale, la différence c'est 0,5 mm. Par contre, passer d'un dosage en adjuvant de 0,5% à 1%, ça fait passer votre gâchée de 21,5 cm de moyenne à quasiment 26 cm de moyenne. Donc on a un écart de 5 cm. L'effet est 10 fois plus grand, au même titre pour le taux de gâchage. Lorsque les facteurs sont nombreux, le graphique précédent risque d'être difficile à lire. Je le remets à l'écran. Plus il y a de facteurs, plus le nombre de petits compartiments sur l'axe horizontal, qu'on appelle des étiquettes, va devenir important. Ici, vous avez 12 facteurs. Imaginez un instant qu'il y en ait une dizaine de plus. Ce graphique va devenir plutôt difficile à lire. Et ce que l'on cherche à faire dans un plan de criblage, c'est à isoler les facteurs qui pèsent le plus sur la variation des résultats. Vous voyez ici que les facteurs qui pèsent le plus, c'est DA, le dosage en adjuvant, et TG, le taux de gâchage. Lorsque les facteurs n'ont que deux modalités, et ce n'est valable
que dans cette situation, on va remplacer les effets moyens des facteurs par leur contribution. Ceci aura deux avantages, c'est qu'on va représenter les contributions par ordre décroissante, de la plus grande à la plus petite, et le passage en contribution fait perdre l'unité de l'effet. Les effets ici sont en millimètres, tout à l'heure ils le seront en secondes, et la contribution elle sera en pourcents. Et donc on va pouvoir comparer les effets des facteurs sur plusieurs réponses. Et donc on associe systématiquement au tracé des effets moyens ce qu'on appelle le graphe des contributions, qui porte le nom de graphe de Pareto, où on va reporter les contributions des facteurs. Vous voyez, c'est le carré de l'effet, donc c'est le carré de la flèche, sur la somme des carrés des flèches. Donc on a quelque chose de dimensionnel, et on voit que finalement, sur l'étalement, le dosage en adjuvant contribue à expliquer 51,99% de la variation des résultats, et le taux de gâchage contribue à expliquer 43% de la variation des résultats. Donc, comme nous utilisons un modèle additif, et c'est là le sens de l'addition, ces deux facteurs à eux seuls expliquent, c'est la courbe cumulative que vous voyez avec des points rouges, expliquent 94 et presque 95% à eux deux de la variation des résultats. C'est le principe de Pareto qui consiste à dire que quand on a un grand nombre de causes possibles, 20% de ces causes expliquent 80% de la variation. Donc voilà ce qui en est sur l'étalement. Les facteurs qui provoquent des variations de l'étalement, c'est surtout le dosage en adjuvant, lorsqu'on ne maîtrise pas la valeur, et le taux de gâchage, lorsque là encore, on ne maîtrise pas la valeur. Il y avait une deuxième réponse qui était le temps de début de prise, la cinétique d'hydratation, et je vous fais remarquer, peut-être avec étonnement, l'effet de la propreté du malaxeur sur la cinétique d'hydratation. Mais quand vous avez un malaxeur propre, votre plâtre prendra beaucoup plus lentement que lorsque vous avez un malaxeur sale. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne jamais laver les malaxeurs, c'est tout simplement dire que lorsque la température diminue, lorsque le plâtre prend moins vite, si vous ne lavez pas, vous allez favoriser la formation de germes et la formation de cristallisation. Et regardez, le passage de propre à sale vous ramène globalement un temps moyen de 600 secondes à 480 secondes. La différence entre les deux, c'est 120 secondes, et 120 secondes, vous gagnez 2 minutes sur le temps de début de prise. Vous voyez que le dosage en adjuvant a lui aussi un rôle important. L'adjuvant va retarder, certes il va fluidifier, mais il va retarder, et puis vous pouvez étudier facteur par facteur les effets. Là encore, bien, on va s'empresser de faire une représentation de Pareto, de façon à montrer que quels sont les facteurs qui pèsent le plus? D'abord le dosage en adjuvant. Le passage de 0,5 à 1% explique 50%, très exactement 49,47% de la variation totale des résultats observés. Puis ensuite interviennent DM, la durée de malaxage, IA, l'introduction de l'adjuvant dans la gâchée, VG, le volume de gâchée. Et généralement, on ne représente pas les facteurs qui ont une contribution plus petite que 5%. Et là encore, on cumule, et voyez qu'à partir de 3 ou 4 facteurs, on arrive à expliquer 80% de la variation des résultats. C'est le principe de Pareto. Donc le but de ce genre de plan d'expérience, c'est de mettre le doigt sur les quelques facteurs qui, parmi les nombreux facteurs, vont être le plus source de variations dans vos résultats. Et les variations, quand on veut piloter un processus de façon stable, on cherche à les éviter. Et donc ça sera les facteurs sur lesquels il faudra mettre des cartes de contrôle, du contrôle et de la surveillance. Donc voilà quel était l'objet de cette présentation. Que peut-on dire en conclusion? C'est que les plans de Plaquet-Temerman sont nombreux et très utiles pour étudier un grand nombre de facteurs. Par exemple, en 8 expériences, vous pourriez étudier 7 facteurs à 2 modalités, du moins jusqu'à 7 facteurs à 2 modalités. En 12 expériences, vous pouvez étudier jusqu'à 11 facteurs à 2 modalités. En 16 expériences, vous pouvez étudier jusqu'à 15 facteurs à 2 modalités. Les plus curieux d'entre vous peuvent trouver dans la littérature des exemples. Et puis, offrons-nous encore une ligne sur ce transparent. En 20 expériences, vous pouvez étudier jusqu'à 19 facteurs. Alors attention, c'est simple d'un point de vue mathématique, puisque c'est des permutations circulaires suivies ensuite de calculs de moyenne.
la mise en œuvre de ces 20 combinaisons risque d'être plus délicate en milieu industriel, il faut s'assurer de ne pas se tromper. Alors parmi tous ces dispositifs que vous trouvez dans les logiciels, l'expertise dans les plans d'expérience, et on ne peut pas non plus tout donner dans une séance de TP ou une présentation de quelques dizaines de minutes, l'expertise doit vous recommander d'utiliser de façon privilégiée, et je l'avais dit tout à l'heure, parmi les plans de plaquettes Eberman, les multiples de 4, 8, 12, 16, 20, ce sont des multiples de 4 qui ne sont pas des multiples de 2. Et donc ce que je vous recommande de garder dans votre besace, dans votre cahier, dans les répertoires de votre ordinateur, eh bien c'est les matrices qui permettent en 12 essais d'étudier jusqu'à 11 facteurs à 2 modalités, et la matrice qui, en 20 combinaisons, permet d'étudier jusqu'à 19 facteurs à 2 modalités. Bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Si vous n'avez que 17 facteurs à 2 modalités, il vous faudra quand même faire 20 manips pour obtenir un multiple de 4. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette courte présentation sur les plans d'expérience de plaquettes Eberman, et puis je vous retrouve dans la salle de travaux pratiques, puisque nous allons mettre à quelque chose près ces facteurs en œuvre dans une campagne expérimentale où nous mesurerons l'étalement, et nous nous interrogerons sur le ou les facteurs qui sont les plus importants en termes d'explication, d'étalement, et puis n'hésitez pas à faire bon usage de ces dispositifs expérimentaux dans vos expériences en stage industriel ou en stage de laboratoire. Donc bonne journée et rendez-vous dans la salle de travaux pratiques.